Nous sommes à l'été 2024. Stéphane arpente les couloirs du palais de justice. Dans quelques minutes, un juge doit fixer la pension alimentaire qui sera versée à la mère de son fils. Il est inquiet, car quelques jours auparavant, son avocat lui a montré un document lié à la séparation. Cette simple feuille, la pièce P15, va ébranler toutes ses certitudes. Je suis sous le choc. Je suis sous le choc. À partir du moment où j'ai vu ce document-là, où j'ai lu le contenu de ce document-là, c'est comme si, en fait, je suis considéré comme un criminel, même s'il n'y a eu aucune accusation de porter contre moi. Stéphane réalise qu'il est désigné comme un agresseur dans les dossiers d'une agence gouvernementale québécoise. À ce que je sache, on est innocent jusqu'à preuve du contraire, notre système de justice. Ben, avec l'IVAC, on est coupable. L'IVAC, c'est le programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Il fait partie de la Sainte Trinité des régimes d'indemnisation québécois, avec la CNESST pour les accidents de travail et la SAAC pour les accidents de la route. Je connais tous ces régimes-là par cœur, mais souvent, les victimes vont me dire « Moi, j'ai été victime d'un acte criminel d'abord, puis victime de l'IVAC ensuite. » Sa mission, rembourser les soins, remplacer le revenu perdu et dédommager les séquelles des actes criminels. Je suis fière qu'on ait un programme comme celui-là au Québec, puis il n'est certainement pas parfait, puis j'espère qu'on va continuer de le bonifier. Mais il faut penser aussi à tous les coûts sociaux qu'on évite. L'IVAC a distribué 473 millions de dollars aux victimes l'an dernier. Cet argent va-t-il toujours vers les bonnes personnes? Est-ce qu'on pose les bonnes questions aux victimes pour s'assurer de pouvoir détecter, le cas échéant, des gens qui tenteraient de profiter du système? Je considère que c'est une injustice, puis je considère que c'est des fonds publics qui s'en vont pas au bon endroit. Ben, mon fils, c'est un petit garçon, c'est un grand garçon. Il est enjoué, il est dynamique, il aime la vie, il a le sens de la répartie. Comme tout père, je suis zéro objectif quand je parle à mon fils, mais tout ce que je vous dis est vrai. C'est d'ailleurs pour protéger son enfant que nous avons caché l'identité et le véritable nom de Stéphane. Il rencontre la mère de son fils à la fin de la trentaine. Le couple fait rapidement des projets d'avenir. Moi, je voulais des enfants. Madame voulait des enfants aussi, donc c'est un sujet qui a été abordé assez rapidement. Mais avant et après la grossesse, des conflits apparaissent et le climat se dégrade. Leur fils a 2 ans lorsque les parents se séparent. C'est tout un quotidien qui change. Pour le mieux, dans une certaine mesure, parce que je pense que c'est une bonne chose d'offrir un bon climat à un enfant, mais c'est un constat d'échec au niveau familial. Après le choc initial, il faut régler les questions d'argent. Les parents s'adressent au juge pour fixer la pension alimentaire. C'est là que la fameuse pièce P15 entre en jeu. C'est une pièce qui mentionne que madame touche un versement de l'IVAC. Objet, décision portant sur le droit à l'aide financière visant à contribuer aux besoins d'un enfant né à la suite d'une agression à caractère sexuel. Ben, j'étais sans mots, je suis sous le choc. Ce programme, dont la popularité a explosé récemment, est une aide spécifique pour les femmes qui ont accouché d'un enfant après une agression. Pour les aider à nourrir, loger et éduquer cet enfant. Ce que ça veut dire, évidemment, c'est que le père de l'enfant est l'agresseur en question. Je me suis dit, elle allègue que notre enfant est né suite au fait que je l'ai agressé sexuellement. N'ayant aucun souvenir d'avoir agressé sexuellement madame, je me suis dit que c'est bel et bien moi le père. Mais
Quand je regarde mon fils, il n'y a pas vraiment de doute que c'est moi le père. Qu'est-ce qui me passe par la tête, c'est que moi, je me dis, ça y est, je suis un criminel, la police va venir m'intercepter. Le document l'informe également du montant que son ex recevra, 818 $ par mois. Elle touchera ce versement jusqu'aux 18 ans de l'enfant pour un total de 175 000 $. S'il reste aux études jusqu'à 25 ans, la somme grimpe à 250 000 $, indexable et non imposable. Comme la prestation est rétroactive, Madame reçoit aussi un chèque de 49 766 $ pour couvrir la période écoulée depuis la naissance de leur fils. Moi, je peux pas m'empêcher de penser là, qu'un jour, là, mon fils il va aller chercher le courrier, là, puis là, il va prendre une lettre d'Ivac pour maman. Il va savoir lire un jour, puis... Moi, je veux pas que mon fils pense qu'il a été conçu lié à une agression sexuelle, c'est pas vrai. Stéphane s'inquiète aussi des impacts légaux de cette décision de l'IVAC, car son avocat lui rapporte une mauvaise nouvelle. La police de sa ville a un dossier sur lui. Personne ne m'a contacté. L'IVAC m'a pas contacté. Tant aussi longtemps qu'on me contacte pas, je m'imagine que cette affaire-là prend de l'ampleur. Il y a quelque chose, là, c'est du sérieux, ils sont en train d'accumuler de la preuve. On attend, puis un jour, ils vont frapper. À ce moment de l'histoire, rien ne bouge du côté policier. Le dossier est inactif. En fait, les policiers n'ont même pas contacté Stéphane. D'un point de vue juridique, au niveau de la police, je suis accusé de rien, je suis coupable de rien. Mais il y a un organisme, l'IVAC, mon nom est là, puis je suis un agresseur. Puis je ne le savais pas. Il ne le savait pas et plusieurs estiment qu'il n'a pas besoin de le savoir. Parce que le processus de l'IVAC ne le vise pas, il concerne d'abord la victime. Elle a subi du tort à ce moment-là. Elle a besoin de support là-dedans, notamment de support financier si une naissance découle de cette situation-là. Puis ça n'enlèvera rien à l'autre personne. Il n'y a pas de plainte déposée contre cette personne-là. Ça lui enlève rien. Stéphane admet d'emblée ne pas toujours avoir été un bon conjoint. On a eu plusieurs prises de bec, je criais, j'ai déjà frappé sur des objets, je boudais, je claquais des portes, des comportements de ce type-là. Il a suivi une thérapie pour mieux gérer ses comportements, mais il nie catégoriquement avoir agressé sa conjointe. Pour l'IVAC, la question centrale reste la même. Y a-t-il eu agression ayant mené à la naissance d'un enfant? Et pour nous, la question devient, qu'est-ce que l'IVAC a fait pour vérifier les allégations avant d'indemniser? Stéphane a découvert par hasard que l'IVAC considère son fils comme le résultat d'une agression, ce qui fait de lui un agresseur sexuel. Et ce qui nous ramène au point central de cette histoire aux yeux de l'IVAC. L'enfant a-t-il été conçu lors d'une agression sexuelle? Nous avons contacté l'ex-conjointe de Stéphane. Bonjour, madame. Je m'appelle Pascale Turbide, je suis journaliste à Radio-Canada. Je vous contacte parce qu'on est en train de préparer un reportage sur un sujet qui vous concerne. C'est à propos du programme pour enfants issus d'une agression sexuelle, le programme de l'IVAC. Elle affirme avoir demandé la prestation pour enfants parce que son fils serait né à la suite d'un viol marital. Elle ajoute que son agression est une affaire privée et qu'elle ne souhaite pas répondre à d'autres questions. Évidemment, le sujet est difficile à aborder pour tout le monde, y compris Stéphane. Au moment de l'entrevue, il n'était pas certain de la nature précise de la plainte de son ex, mais il se souvenait d'une conversation troublante avec elle durant sa grossesse. J'ai compris, en fait, que madame sous-entendait que finalement, j'aurais dû me retirer alors que je ne me suis pas retiré. C'est flou, mais ça allait dans ce sens-là. Il a ensuite appris que cette conversation avait été enregistrée à son insu.
Le couple s'est séparé 2 ans plus tard. Personne, sauf le couple, ne sait exactement ce qui s'est passé cet après-midi-là. C'était pas retiré suffisamment rapidement. Dans sa plainte à la police, Madame accuse effectivement Stéphane de ne pas s'être retiré suffisamment rapidement pendant la relation sexuelle, ce qui pourrait constituer une agression au sens de la loi. Qu'est-ce qui est dans la déposition? Selon nos sources, ni les policiers ni les procureurs n'ont considéré qu'il y avait là matière à poursuite. C'est pourquoi Stéphane n'a jamais été contacté. L'IVAC, c'est indépendant du processus judiciaire. C'est fait comme ça. C'est pas parce que le système de justice peut pas prouver qu'il y a eu un crime qu'il n'y a pas eu de crime. C'est possible, mais je me questionne quand même sur pourquoi puis-je être indemnisé si mon agresseur n'est pas condamné, ou même accusé, ou même enquêté. On ne sait pas ce que Madame a présenté comme preuve à l'IVAC. Ce qu'on sait, c'est que l'IVAC n'a jamais contacté la police pour vérifier l'existence d'une enquête. Et ça, c'est courant selon l'avocat Marc Bellemare. L'ex-ministre libéral représente des milliers de victimes devant l'IVAC depuis 25 ans. Essentiellement, l'IVAC ne fait pas ce type d'enquête-là. Victime de criminel, bien, c'est un processus. On remplit une formule, puis on dit « j'ai été agressé telle année », puis c'est ça. Puis la plupart du temps, l'IVAC va l'accepter. C'est ce que semble confirmer le ministre Simon Jolin Barrette. Nous sommes en 2021, dans le cadre de la réforme visant à moderniser l'IVAC. Christine Labrie, de Québec solidaire, demande au ministre comment une femme doit procéder pour réclamer cette aide financière. Elle va demander à l'IVAC de recevoir l'aide financière parce que l'enfant découle d'une agression à caractère sexuel. Ça va être évalué comment? Dans le fond, ça va être une déclaration de la personne qui va faire la demande. Simplement sur la foi d'une déclaration, parce Exactement. que Christine Labrie a du mal à y croire. Enfin, un programme qui dédommage facilement les femmes victimes. Vous avez vraiment l'air surprise, Mme Labrie. Oui, j'étais surprise parce que ça répondait aux attentes qu'on avait sans voir à se battre. Hein. Vous comprendrez que dans l'opposition, souvent, on a à discuter plusieurs heures là, pour réussir à obtenir ce genre de choses-là. Cette prestation existe depuis 1972. Très peu d'argent y était consacré, moins d'1 demi-million de dollars par an, jusqu'à récemment. Tout change en 2021, l'année de la grande réforme de l'IVAC, qui abolit la limite de temps pour déposer une demande. Résultat, 10 725 000 $ ont été versés l'an dernier. C'est 20 fois plus qu'il y a 4 ans. Une croissance beaucoup plus importante que pour tous les autres programmes de l'IVAC. Est-ce que c'est le programme le plus facilement accessible de l'IVAC? Sûrement. Il y a sûrement là une faille. Ce type d'indemnisation-là devrait faire l'objet de vérification beaucoup plus que les autres, du seul fait qu'une fois que c'est parti puis que c'est admissible, bien là, il n'y a plus de questions posées, puis le chèque sort pendant une vingtaine d'années. Quelle est votre réaction par rapport à cette croissance exponentielle? D'abord que ça répondait vraisemblablement à un besoin. Puis aussi que peut-être on est en train de lever de plus en plus le tabou là-dessus, parce que pour oser faire une réclamation comme celle-là, il faut d'abord reconnaître qu'on a vécu une agression sexuelle, puis oser en parler. En 2021, la députée Labrie avait cru bon d'avertir le ministre Jolin Barrette. La facture risquait d'être salée. c'est vraiment une belle disposition, mais on peut penser que des enfants sont conçus régulièrement sans que la relation sexuelle ait été consentie. Ça pourrait être des cas moins rares que le ministre pourrait le penser. OK. Je note. Pourquoi vous avez tenu à dire ça? Je mesure l'ampleur du phénomène peut-être plus que lui. Puis je suis pas certaine que lui-même a une idée là, de à quelle fréquence, finalement, des femmes peuvent tomber enceintes si c'est une relation sexuelle non consentie. Là. Nous avons voulu questionner Simon Jolin Barrette sur ce programme de l'IVAC. Il a refusé notre demande d'entrevue. Le cabinet du ministre nous a transmis cette réponse. L'évaluation de la demande repose principalement sur la description de l'agression sexuelle faite par la victime.
Cette description peut être appuyée par des éléments provenant d'une enquête policière ou par d'autres documents disponibles, lorsqu'ils existent. Donc, que faut-il faire exactement pour obtenir la prestation pour enfants issue d'une agression sexuelle? Première étape, fournir un certificat de naissance et remplir ce court formulaire. Quelques lignes sont prévues pour décrire les circonstances de l'agression. J'ai été agressée sexuellement. Pour tester le système, nous avons téléphoné à l'IVAC en nous faisant passer pour des victimes. Est-ce que ces enfants-là sont nés suite à cette agression-là? Oui. Oui, vous pouvez faire cette demande. Je ne peux pas vous le dire est-ce que ça a accepté ou non, mais vous êtes éligible de faire cette demande-là. Nous avons vérifié. Le taux d'acceptation est de 90 %. Et une femme sur 3 reçoit la prestation pour 2 enfants ou plus. Est-ce que j'ai besoin de faire une plainte à la police? Pas du tout. On n'entrera pas en contact avec l'autre personne sans votre consentement. Est-ce que je dois donner le nom de l'agresseur? Ou te câble, Jay? Non. Exiger que la victime aille à la police, obtienne une condamnation ou minimalement des accusations, c'est trop lourd. Il faut quand même être assez sain, être assez souple. L'avocat Marc Bellemare représente plusieurs clientes qui ont demandé et obtenu cette aide financière. Les auteurs d'actes criminels présumés ignorent bien souvent qu'ils sont impliqués dans ce processus-là parce qu'on ne fait pas d'enquête et on ne leur demande pas « Avez-vous agressé Madame Tartampion telle année, tel jour? » On ne fait pas ça. Il y a beaucoup d'hommes qui sont identifiés comme étant des agresseurs puis qu'ils ne le savent pas. Ce qu'on a voulu faire lorsqu'on a mis en place le régime, c'était justement de dissocier le pénal du civil. C'était de ne pas demander à la victime de faire le long chemin qui l'oblige à revivre les événements pour avoir ensuite droit à des mesures de compensation. Il y a probablement de bonnes raisons pour ne pas obliger les femmes à identifier leur agresseur devant l'IVAC. C'est le choix qu'a fait cette femme, que nous appellerons Marianne. Elle n'a pas porté plainte à la police et elle n'a pas nommé son agresseur dans sa demande de prestation pour enfants. Parce qu'elle avait peur de lui. Je pense qu'il aurait vraiment fini par me tuer. Lui, il me prenait comme qu'il voulait, dans le fond. T'sais, dans la nuit, là, des fois, je me réveillais, puis il était là. T'sais, moi, j'ai pas donné mon consentement. C'était vraiment des relations sexuelles non consenties? Oui, puis complètes. 2 enfants sont nés de cette relation toxique qui a duré 17 ans. Lorsqu'elle quitte son conjoint, Marianne est sans ressources. Puis moi, j'ai dû aller demander de l'aide aussi, là, des coupons alimentaires. Parce que quand c'est arrivé, la séparation, lui, il est parti, là. Et moi, je me suis retrouvée toute seule avec les enfants. J'avais de la misère, là, tu sais, à faire vivre mes enfants. C'est en fouillant sur Internet qu'elle a découvert la prestation pour enfants née d'une agression. Elle remplit le formulaire et attend des nouvelles de l'IVAC. Est-ce qu'ils vous ont rappelé? Est-ce qu'ils ont fait des vérifications par rapport à votre histoire? Non. Mais par exemple, ils demandent vraiment les documents qu'on a. Fait que, tu sais, moi, j'étais hospitalisée à Douglas. Fait que j'ai eu les documents de Douglas. Qui disaient quoi? Qui disaient que j'avais un choc post-traumatique puis que j'avais vécu des violences sexuelles. Sa fille a 15 ans lorsque Marianne fait sa demande de prestation pour enfants sur une base rétroactive. Vous avez reçu combien pour votre fille? 152 000. Comment vous avez réagi quand vous avez reçu ce montant-là? Quand j'ai reçu le chèque, la première chose que j'ai faite, je suis allée déjeuner au restaurant. Je peux me le permettre. Quand on a vécu une relation comme ça, je pense que le besoin de sécurité il est tellement là, il est tellement intense que moi, je me suis mis vraiment comme il m'arrivera plus jamais rien. C'est que j'ai fait des placements. Marianne a présenté une demande pour ses 2 enfants. L'IVAC a refusé pour son fils adulte et accepté pour sa fille ado. Elle touchera 839 $ par mois jusqu'aux 25 ans de sa fille, en plus des 152 000 $ déjà reçus. On est dans une période où tout ce qui est agression sexuelle ou relève d'agression sexuelle est mis au premier plan, est mis en lumière, puis à mon sens, à moi, c'est une bonne chose. Par contre, ça peut peut-être faire en sorte que certaines personnes tentent de capitaliser là-dessus.
Stéphane a la garde de son fils la moitié du temps. Il paye aussi une pension alimentaire de 412 $ par mois. Et il se demande pourquoi l'IVAC verse 818 $ supplémentaires à la mère de son fils. C'est comme si, en fait, madame touche 2 pensions alimentaires. Une pension de la part du père, puis une prestation de la part de l'IVAC, mais dans les faits, je pourvois aux besoins de mon enfant, donc je me questionne. Je me demande pourquoi ce montant-là. Nous avons posé la question au ministre. Son cabinet nous a répondu que la prestation pour enfants issue d'une agression sexuelle et la pension alimentaire sont 2 sommes qui ne visent pas les mêmes objectifs. L'aide est versée pour les besoins de l'enfant, peu importe la situation de la personne qui y pourvoit. À quoi ça sert d'indemniser lorsque le père paye une pension alimentaire? Je pense qu'on peut dire sans trop craindre de se tromper que ce n'est pas l'hypothèse à laquelle on a pensé lorsqu'on a mis en place ce régime-là, d'où l'idée de se poser des questions au fur et à mesure de l'application du programme pour se demander, est-ce qu'on ne devrait pas mettre certaines balises? Le juriste Daniel Gardner est une autorité reconnue sur les programmes d'indemnisation publique. Au sujet de cette prestation, il a peu de réponses, mais plusieurs questions. Mais comment s'en assurer que ça a été une véritable agression? Est-ce qu'on va pouvoir ajuster certaines procédures d'enquête, notamment, pour s'assurer que les montants, parfois substantiels, qui sont remis aux victimes, bien, ils sont remis aux bonnes victimes? Combien de fois vous l'avez raconté, votre histoire, aux agents de l'IVAC depuis 10 ans? Je dirais que j'ai au moins 6 intervenants différents. Puis j'ai raconté au moins 2 à 3 fois à chacun des intervenants. Donc je l'ai répété souvent. Pour nous, David accepte de la raconter encore une fois. L'enfance de ce professionnel éduqué, père de 2 enfants, évoque un climat d'horreur presque médiéval. C'est des coups que j'ai reçus, ouais. Sur le genou? Ouais. Je suis obligée de vous demander ça, avec des outils ou? Oui, souvent, il m'agressait avec des objets qui étaient disponibles à portée de main, des outils qui étaient disponibles, ouais. Je voulais pas me laisser faire, j'étais pas collaboratif, donc je me faisais battre, là, ce qui me forçait à tempérer dans le fond, puis... Vous l'aurez peut-être compris, David a été agressé sexuellement aussi, entre l'âge de 5 et 13 ans. C'était des sodomies, dans le fond. L'agresseur, il pouvait être armé, il pouvait avoir un tournevis dans les mains, puis menacer avec un tournevis. Si je coopérais pas, il prenait le bout en acide du tournevis, puis le manche pour des agressions sexuelles. Lorsqu'il me demandait des fellations, il pouvait me mettre la tête sur son bureau, à la hauteur de ses hanches, m'écraser la tête, puis prendre son pouce pour m'ouvrir la bouche. Puis vous l'avez pas dit jusqu'ici, mais qui vous a abusé physiquement et sexuellement? C'est mon père. Et où en votre père aujourd'hui? Il est en prison pour ça. En 2022, le père de David a été reconnu coupable, entre autres, de voies de fait armées, d'agression sexuelle armée et de sodomie sur son fils mineur. David a été entendu par le système de justice québécois. Mais le système d'indemnisation québécois, lui, tarde à l'entendre. C'est ça, j'ai commencé des démarches en 2015 pour faire reconnaître ma situation auprès de l'IVAC. Et en quelle année est-ce que vous avez reçu votre premier chèque de l'IVAC? Et c'est cette année, en 2025. Ouais. Ça fait donc 10 ans que David se bat pour faire reconnaître les séquelles permanentes des multiples agressions subies durant l'enfance.
ce qui est en principe la mission centrale de l'IVAC. La liste est très longue. J'ai un ennemi, étant donné que là, ce qui me faisait des sodomies, je me laissais pas faire. Donc, je suis sur des listes pour me faire opérer, sûrement dans quelques années. Au niveau des membres inférieurs, des coups donnés avec des objets aussi, qui fait que j'ai dû avoir plusieurs reconstructions. Puis, il y a les traumatismes crâniens aussi, là, les coups qui m'ont été portés. Il a vécu l'enfer, mais littéralement l'enfer. Toute sa jeunesse a été contaminée par ça. La justice criminelle a fait son travail. Il y a un jugement qui a été prononcé, condamnation pour de multiples chefs. Et là, voici que IVAC, qui est censé mettre des chiffres en termes de montant d'argent sur cette horreur-là qu'il a vécue, décide de ne pas l'indemniser. On ne répond pas à ses lettres. On ne retourne pas ses appels. C'est jamais assez clair. On refuse tout. Au niveau de l'IVAC, ils ont en main les archives médicales, ils ont en main les témoignages de la cour, ils ont en main les rapports de police. Ils ont des témoignages pour corroborer les agressions et les séquelles. Mais l'IVAC a besoin de plus. Le médecin de famille de David doit compiler et transmettre tout diagnostic, tout examen, tout antécédent, tout médicament, toute limitation et toute séquelle permanente depuis son enfance. Mon médecin de famille, il y a eu au moins 3 communications avec l'IVAC, puis là, découragé, il me dit « Écoute, j'ai épuisé toutes mes ressources, j'ai mis beaucoup de temps, puis les gens à l'IVAC ne comprennent pas, ne sont pas en mesure de m'expliquer leurs besoins, donc je ne peux pas aller plus loin. » David change donc de médecin de famille, mais sa nouvelle médecin, au privé, abandonne elle aussi. Dans un courriel à l'agence, elle s'estime mal formée pour répondre aux exigences de l'IVAC. C'est sûr que les médecins se découragent et après un certain temps, ils finissent par être écœurés puis ils n'en font plus de rapport. Là. Et il y en a qui vont dire, moi, ça fait 4 fois que j'écris ça, je n'écrirai pas 5 fois, c'est terminé. Là. Moi, j'en ai assez, j'arrête là. Mais là, il y a une forme d'abandon qui est vécue à ce moment-là par la victime. David se met alors à la recherche de la perle rare, un médecin spécialiste pour l'évaluer à la satisfaction de l'IVAC. Donc, j'ai pris le bâton que le Collège des médecins m'a donné, puis j'ai eu seulement un retour d'appel sur tout ceux que j'ai appelés, qui me dit pour avoir accès à mes services, tu n'as pas le choix de passer par une firme d'avocats. 100% de mes clients, ils me sont référés par des avocats. C'est à ce moment-là que David se résout à faire ce qu'il évitait depuis le début, embaucher un avocat. Est-ce que c'est normal au Québec qu'une victime d'actes criminels ait besoin d'un avocat et d'experts privés pour les représenter dans une agence gouvernementale? Non, c'est pas normal. Et moi, ça fait 46 ans que je fais ce travail-là, puis j'ai souvent l'impression d'être une verrue sur le système. En d'autres termes, je ne devrais pas exister. C'est Maître Bellemare qui sera la courroie de transmission de David vers les médecins experts privés. Les frais d'évaluation médicale, on parle en général de 4-5 000 à peut-être 10 000. À chaque expert? À chaque expert, pour chaque évaluation. C'est sûr que j'ai dû mettre ça sur une marge de crédit en attendant de me faire payer. J'ai pris une chance. David est blessé de partout, au cerveau, aux genoux et jusque dans ses parties les plus intimes. Marc Bellemare commence par le cerveau, car son client souffre d'épilepsie. Donc, je l'ai fait évaluer en neurologie, à ses frais, ce qui a coûté 3 000 à 4 000 $. Et là, j'ai envoyé l'expertise, et là, ils ont allumé, là. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Mais normalement, c'est eux qui auraient dû initier ça. Leur rôle, c'est d'indemniser. Pour indemniser, il faut investiguer, il faut chercher c'est quoi le bobo, c'est quoi la blessure. Difficile d'obtenir des réponses au sujet de David, car l'IVAC ne commente pas les cas individuels. Est-ce que vous avez déjà rencontré un de vos agents en personne? À l'IVAC, non, jamais. Je le répète, là, tout ça se passe à Montréal, centralisé au 1199 de Bleury, là, dans un immeuble au centre-ville de Montréal. Quand tu es à Rivière-du-Loup, puis tu es à Roberval, puis tu es à Rouyn, là, puis que ça se fait tout par téléphone, là, au départ, il y a comme un mépris. Là, on t'écoute pas. Là. C'est quelqu'un qui est à l'autre bout de la 20 qui décide de ton sort.
Au fil du temps, David découvre que chaque blessure doit être évaluée séparément. C'est triste à dire, mais on n'est pas un être complet, on est des morceaux. Il évalue morceau par morceau. Pour l'IVAC, c'est une série d'éléments puis une série de morceaux. C'est bien certain que sans être capable de prouver de façon spécifique que c'est tel coup de pied, quand il avait 11 ans, à tel endroit de son anatomie qui a causé telle blessure, on peut peut-être essayer de donner un peu le bénéfice du doute, en tout cas, à mon avis. Ce qui aurait pu détruire David l'a plutôt motivé à se battre. Il a un diplôme universitaire et une profession libérale. Dans sa situation, il aurait pu réclamer de longs congés de maladie à l'IVAC. Il ne l'a pas fait. Je suis une personne qui aime ça me rendre utile, j'aime ça travailler, j'aime ça aider les gens. Donc, pour moi, de ne pas travailler, ça a été un échec personnel. Combien vous avez reçu de l'IVAC pour vos séquelles jusqu'ici? Pour les séquelles permanentes, j'ai reçu un montant d'environ 45 000. Et combien a-t-il dépensé? Près de 25 000 $ en frais de médecin, d'expertise et d'avocat, soit plus de la moitié de ce qu'il a reçu de l'IVAC en 10 ans de démarche. Et son parcours n'est pas terminé. Souvent, les proches me voient travailler, puis « Ah, c'est encore en train de travailler, non? » Je suis en train de monter des informations, d'envoyer des courriels pour l'IVAC, quels documents leur manquent, qu'est-ce que je peux faire pour que mon dossier avance. Fait que je fais une partie de leur job, c'est peut-être à dire, mais je fais une partie de leur travail parce qu'à l'interne, ils le font pas. Nous sommes dans l'arrière-boutique d'une pharmacie de la région de Montréal. C'est ici que le pharmacien propriétaire fait ses comptes. Et c'est ici que ce pharmacien s'est aperçu qu'il était très facile de profiter des lacunes de l'IVAC. Je trouve ça scandaleux. C'est-à-dire que l'IVAC ne contrôle pas ses coûts ou qu'il y a un laxisme à ce niveau qui peut être probant, là. C'est en examinant le dossier d'un nouveau patient qu'il découvre le stratagème du pharmacien précédent. Son confrère réclamait des honoraires faramineux à l'IVAC qui lui étaient toujours accordés. C'est venu vous chercher, là. C'est nos taxes qui payent tout ça, là. Le pharmacien nous propose de faire le test et de reproduire la manœuvre de son confrère, avec le dossier d'un patient IVAC dont les informations personnelles ont été cachées. Ici, c'est quoi ce médicament-là? Donc, le clonazepam, c'est un médicament pour aider à soulager ou contrôler l'anxiété, la nervosité. Et ici, on voit que ça coûte 3,22 $. Exactement. Donc, qui inclut le coût du médicament et le frais de grossiste. Reste maintenant à ajouter les honoraires du pharmacien. Normalement, pour un médicament de ce type, l'honoraire juste et raisonnable tourne autour de 12 $. Total, 15,22 $. Cette transaction-là, on a fait un test suite à votre première rencontre pour voir avec un honoraire qui est très exagéré pour vérifier si l'IVAC acceptait la transaction, si la réclamation se faisait ou si elle est payée l'entièreté. Il a réclamé 100 $ à l'IVAC au lieu des 12 $ habituels et le système informatique a accepté sa réclamation. L'argent est déposé dans le compte du pharmacien quelques jours plus tard. Et ça fait combien de temps que vous avez fait ça? Donc, ça fait un peu plus de 3 semaines. OK. Donc, l'IVAC a eu 3 semaines pour s'apercevoir que votre honoraire était 10 fois plus élevé que d'habitude. Oui. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de l'IVAC? Non, on n'a pas eu de retour, ni de demande de vérification, ni de demande d'ajustement. Notre pharmacien a bien sûr annulé la transaction. L'argent versé dans son compte a été renvoyé vers l'IVAC. Aujourd'hui, il nous propose de pousser la démonstration encore plus loin. On va mettre un honoraire de 200 $. 200 $? 200 $. Incroyable. Ouais, c'est, encore, ça dépasse l'entendement. Donc, on voit le coûtant du médicament, plus l'honoraire de 200 $, pour un total de 203,22 $. Puis on voit avec le petit crochet vert ici que la transaction est acceptée au complet. Il s'agit maintenant de voir si ça va se rendre dans votre compte. Exactement. Donc, on se reparle dans 3 semaines? On se reparle dans 3 semaines. 3 semaines plus tard, c'est confirmé. Un montant de 203,22 $ a été versé dans le compte du pharmacien, qui a bien sûr annulé la transaction.
Si on avait fait la même réclamation de 200 $ auprès d'un assureur privé, qu'est-ce qui se serait passé? Les assurances privées auraient tout simplement refusé la transaction. 200 $, c'est exagéré, donc ça n'aurait pas passé. Mais à l'IVAC, il semble que ça passe. L'an dernier, l'IVAC a remboursé des honoraires excessifs des centaines de fois. Par exemple, 97 $ d'honoraires pour un antidépresseur à 4 $ ou 100 $ d'honoraires pour un anti-inflammatoire à 13 $. Nous avons découvert plus de 500 transactions du genre pour 4 médicaments seulement. Questionné à ce sujet, un porte-parole de l'IVAC nous confirme qu'il n'existe aucun mécanisme de vérification des honoraires réclamés par les pharmaciens. Québec consacre un demi-milliard par an à l'indemnisation des victimes d'actes criminels. C'est 3 fois plus d'argent pour 2 fois plus de victimes qu'avant la réforme. La question n'est donc pas banale. Comment préserver la santé financière d'un régime unique en Amérique du Nord? On est déjà à un niveau record au niveau nord-américain. Je pense que simplement au Québec, on verse plus d'indemnités aux victimes d'actes criminels que l'ensemble des 9 autres provinces et des 3 territoires, tous ensemble. Alors, c'est des choix, à un moment donné, qu'on doit faire, budgétaires. Est-ce qu'on serait prêt à aller jusqu'à 800 millions, 1 milliard? C'est des choix de société, ça, qui doivent être faits. Vaut mieux avoir quelques personnes qui se sont faufilées, qui ont abusé du système, que d'avoir un filtre trop serré et puis qu'on ne réussisse pas à aider des personnes qui auraient besoin d'un programme comme ça. Donc, on indemnise plus de monde, mais on donne moins. Alors, tout le monde a quelque chose, mais tout le monde n'a pas grand-chose. Son client, David, n'a pas encore complété son chemin de croix vers l'IVAC. C'est tout à son honneur que d'être capable de faire face à une machine complètement insensible, complètement différente à son sort, parce que les crimes, dans son cas, c'est particulièrement clair. Reste à évaluer ses autres séquelles, comme celle du genou. Cette fois-ci, l'IVAC accepte de payer pour l'expertise médicale. Pour les séquelles de l'âme, David prendra le temps qu'il faudra. C'est un marathon. C'est un marathon. Faut pas que je lâche. Je suis toujours en mouvement. Je peux pas abandonner. C'est une très, très longue course. C'est un très, très long marathon avec l'IVAC. C'est fatigant, un marathon? C'est sûr, c'est fatigant. Psychologiquement, c'est dur à porter, là. C'est juste un combat de plus. C'est juste un combat de plus.